Quand vous avez un collaborateur qui vous appelle en disant j'en peux plus, j'y arrive pas, j'ai pas les moyens, blablabla, et que vous êtes à quelques centaines de kilomètres de là, et que vous ne pouvez pas vous déplacer pour aller boire un café avec lui, vous devez lui transmettre votre propre énergie pour que de l'autre côté du fil, ça puisse remonter. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à faire ça. Ben, pour vous, ça vous demande une sacrée énergie aussi. C'est-à-dire que d'abord, il faut que vous mettiez complètement à son écoute, oubliez vos propres problèmes à vous, oubliez la propre tension, la propre pression que vous pouvez vous avoir pour lui transmettre de l'énergie et de l'énergie positive. Donc ça, c'est quelque chose qui est indispensable en management à distance. Et puis, il y a un truc qui est assez connu en communication, c'est que dès lors qu'on n'a pas le visuel avec les personnes, on se coupe de la moitié de la communication. Voilà. Et donc, ça demande 2 fois plus d'énergie pour arriver à bien se faire comprendre, ou pour arriver à comprendre ce que dit l'autre personne. Je ne sais pas combien dure une audioconférence en moyenne chez vous, mais je connais des entreprises dans lesquelles les audios durent 4 heures. Et puis il y a 22 en plus, hein, c'est la conférence à 22, 4 heures. Qui n'est pas une petite. Et après, on se demande comment. Alors forcément, au bout d'une heure, tous les gens qui sont à distance commencent à traiter leur mail parce qu'ils ont autre chose à faire, évidemment. Et celui qui mène la réunion, il finit la réunion, il est à plat, il a besoin de sucre, il a une perfusion, parce qu'il s'en sort pas. C'est extrêmement crevant. Au-delà d'une heure, une audioconf, c'est super dur. Au-delà d'une heure et au-delà de 5 à 6 personnes, c'est compliqué à gérer. De manière sur l'énergie. L'attitude, oui, donner plus de latitude et de responsabilité aux personnes qui sont sous notre responsabilité. Ça passe par là. Le périmètre de l'attitude doit être plus important. Il doit être plus important. Et même si la personne n'est pas compétente. Parce que quand vous avez quelqu'un qui est compétent et motivé, vous n'avez aucun problème pour lui donner de l'attitude, évidemment. C'est quand vous avez des soucis à la fois de motivation, que la personne a des soucis de motivation, de résistance, que j'ai pas envie de faire ça, et de compétence, que ça commence à devenir compliqué. Mais malgré tout, le contrat de base en management à distance, c'est je te laisse la latitude. Donc la question, c'est comment on va contrôler derrière pour que, justement, on soit en maîtrise de ce qui se passe. En management, on appelle ça l'effet piscine. L'effet piscine, c'est un gamin qui ne sait pas nager et qui a très envie de nager. Vous lui dites, vas-y, plonge. Si vous faites ça, ça ne marche pas. Hein. Donc vous devez mettre en place les éléments de contrôle et de maîtrise pour que la personne ne se noie pas. Mais pour autant, elle va se débrouiller toute seule pour apprendre à nager. Donc c'est trouver ces moyens-là. Donc vous avez des moyens, c'est des trucs pour qu'ils se... Voilà. Comment ça s'appelle? Brassard, des planches pour qu'il ne coule pas. Et puis qu'il puisse se débrouiller par lui-même. On se rapproche pas mal des postures de manager-coach là-dessus. Hein. La posture de manager-coach, elle est très centrée là-dessus. Quoi qu'il arrive, et quel que soit le niveau de compétence de la personne, la première question du manager-coach, c'est comment tu vas t'y prendre. De quoi tu as besoin et comment tu vas t'y prendre. Et c'est très certainement pas un management qui est un management directif. Directif dans la directivité, pas l'autoritarisme, mais non, tu fais petit à petit, ça, à distance, ça ne fonctionne pas. Vraiment, ça ne fonctionne pas. Donc, action plus centrée sur la solution, l'avenir, l'action, que sur la réflexion et le passé. La notion de structure, structurer le temps, structurer le périmètre de chacun, structurer les règles de fonctionnement, formaliser tout ça, c'est quelque chose qui est indispensable pour que ça puisse fonctionner. Alors, tension plus que pression. On va dire qu'au-delà de la finesse du mot, mettre quelqu'un en tension parce qu'il y a une situation compliquée et difficile, c'est plus efficace que de le mettre sous pression. Vous voyez, vous êtes en retard dans votre projet. Ça n'arrive jamais. Votre réaction, ça pourrait être de dire on n'a plus qu'un mois, les gars, hein, on a intérêt à booster parce que sinon, on a tous fait ça à un moment donné. Faire ça, c'est mettre les gens sous pression. Et quand on met les gens sous pression, ça veut dire que vous êtes en train de les immobiliser, en fait. Vous savez, la personne qui est sous pression, elle s'immobilise parce qu'elle a en tête le fait que ça ne va pas marcher. Mettre quelqu'un en tension, il ne s'agit pas de ne pas lui dire la vérité, c'est ok, on a un souci, on a un problème de retard là. La question, c'est comment on fait pour rattraper ce retard. Qu'est-ce qu'on arrête de faire, qu'est-ce qu'on fait moins, qu'est-ce qu'on enlève, comment on est plus efficace sur tel truc.
Quand je fais ça, je mets la personne en tension pour réussir un objectif et non pas sous pression. Donc je vais l'aider aussi à réfléchir à des actions complémentaires pour gérer cette situation difficile. Inclusion, j'en ai parlé. Envoyer des messages réguliers, répétitifs, que la personne fait partie d'une équipe. Et on verra tout à l'heure comment, mais c'est impératif. Faire travailler les gens en binôme, par exemple, même s'ils sont à distance, même s'ils ne travaillent pas sur des parties de projet qui les concernent l'un de l'autre, c'est de les faire travailler sur tiens, comment on pourrait améliorer la transmission d'informations dans notre équipe. Okay, créer des binômes ou des trinômes de petits groupes de travail pour les faire bosser sur quelque chose qui va profiter à l'équipe de manière générale, c'est faire de l'inclusion. Envoyer le message qu'une nouvelle personne arrive, je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose d'impératif. Et le dernier, c'est le contrôle, mais plutôt dans une acception de maîtrise que de contrôle physique. Donc, soyons élastiques. Je vois pas mal de liens entre élastique et la posture agile. Je surveille ça moi, depuis 4 ans ou 5 ans, et je me dis que derrière les méthodes agiles, il y a plus qu'une méthode, il y a plus qu'une technique. Il y a aussi une question de posture, et quand on parle des équipes autonomes et auto-organisées dans le management agile, en IT, on est vraiment très proche de ce qu'on dit là sur le management à distance de manière générale, parce qu'en fait, on va faire en sorte que les équipiers en individuel se sentent plus autonomes et que l'équipe soit plus responsabilisée par rapport à ça. Donc on est assez proche. Équipe virtuelle, moment, lieu et culture, donc ça je le disais tout à l'heure, si vous cumulez tout ça, parce que là on parle que de management à distance, mais vous pouvez très bien être en management à distance sur un même lieu de travail. Si vous travaillez en temps décalé par exemple, je ne sais pas si ça vous arrive, mais je sais que de temps en temps ça arrive, c'est-à-dire que le chef de projet il est en journée par exemple, et les équipiers de projet travaillent en 3-8, ou travaillent le week-end, ou travaillent la nuit. Vous avez finalement les mêmes problématiques. Si vous avez seulement les décalages de... Il y a une règle qui dit qu'à partir de 11 mètres, on passe en management à distance aujourd'hui. C'est vrai, hein? Oui, c'est évidemment les Américains qui ont sorti un truc comme ça. Ils sont allés mesurer à partir de quelle distance le manager ou le chef de projet utiliser les outils distanciels pour se mettre en communication avec ses équipes. La personne qui est de l'autre côté du couloir, c'est 11 mètres. Qu'est-ce qu'on fait? On prend son téléphone, on lui envoie un mail. Ça arrive tous les jours, ça. Et ils font, moi, ça m'est arrivé de voir des webconférences. Ils étaient 6, ils sont tous dans leur bureau. Ils sont tous dans leur bureau et ils font la webconférence. Alors, il faudrait très bien se prévenir. Tout ça parce qu'il y en a un qui est à distance. Donc il y en a un qui est à distance, donc on fait une webconférence. Il y a des aberrations quelquefois sur les aspects techniques. C'est un peu bizarre. On oublie le bon sens. Comme dit un de mes collègues, le BSP, le bon sens paysan. On l'oublie il y avait quelque chose qui était intéressant aussi sur les aspects différence entre moment, lieu et culture. Sur un exemple concret d'une personne qui m'avait dit ça, que j'avais accompagnée, puisqu'elle était passée d'un poste qui était un poste, il était responsable qualité sur un site en France, et il passait responsable commercial worldwide, tout le continent confondu, et il avait toujours une équipe qui était une équipe en local, en plus, donc il avait des équipes distancielles et des équipes en local. Sur ces notions de moment, en fait, il n'y arrivait pas. Au bout de 3 mois de coaching, il est revenu vers moi en disant j'y arrive pas, c'est le bazar. Je m'occupe plus de l'extérieur en local, les gens me disent que je m'occupe plus d'eux. Et donc loin des yeux, loin du cœur, donc il commençait à avoir des dysfonctionnements locaux. Et je lui ai conseillé la chose suivante, ça on y reviendra sur la notion de structurer ces moments de contact avec les personnes. C'est une fois par semaine, de manière très régulière, un contact d'1 quart d'heure ou 20 minutes avec chacun de ses équipiers, quel que soit le décalage horaire. J'ai dit, tu te débrouilles comme tu veux, mais même si tu es en décalage horaire, tu as un contact téléphonique d'1 quart d'heure, 20 minutes avec chacun de tes équipiers en local. Et ce coup de fil, il est super structuré, c'est-à-dire que vous savez d'avance ce que vous allez aborder pendant ce coup de fil. Donc comme c'est structuré, il n'y a pas de débord, et du coup c'est super efficace.
Ça, plus une fois par mois, ce qu'on appelle le one-to-one, mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, mais je l'ai découvert depuis. En management agile, il y a un truc qu'on appelle le one-to-one, et qui est un moment qu'on dédie en fait à ses collaborateurs, et où on parle de tout, sauf de l'activité. Pendant un quart d'heure, 20 minutes, et c'est juste, on donne un moment à cette personne une fois par mois, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, sur allez, vas-y, parle-moi de toi. Comment t'en es, comment tu te sens, ça va pas, ça marche pas, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus demain, mais pas sur le projet, mais pas sur les jalons, et pas sur les indicateurs, non, surtout pas, mais sur la personne et comment elle se trouve. En l'espace d'un mois et demi, ça y est, la motivation est remontée, l'efficacité est remontée, c'est presque immédiat. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on le fait, c'est vraiment quelque chose de... Par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est de l'investissement. Hein. Si vous avez 10 équipiers, pour chez votre projet, c'est un super investissement. Mais je dis investissement volontairement, parce qu'on trouve du gain vraiment très rapide. Quelques résultats en complément en tout cas, de l'étude qu'on a illustrée. Si vous prenez les trois premiers items de cette étude, on voit sens, énergie et responsabilisation. Donc on retrouve l'énergie dont on avait parlé. Et puis la notion de sens. Donc on verra qu'il est plus important de parler du pourquoi que du quoi ou du comment. À distance, les personnes se mettent en mouvement parce qu'elles comprennent pourquoi elles doivent le faire. Elles ne se mettent pas en mouvement parce que vous leur avez dit il faut faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et puis surtout, tu le fais comme ça ou tu le fais comme ça. Si vous travaillez sur le pourquoi et sur le sens, la personne sera beaucoup plus autonome par rapport à sa propre activité, par rapport à sa propre activité. Ça se voit beaucoup dans les projets, c'est les chefs de projet qui me le disent, où il y a des équipiers qui font une partie d'une tâche, et ils ne savent même pas le lien que cette tâche-là pourra avoir avec les tâches d'une autre personne. Il y a des personnes qui ne connaissent même pas la réalité globale du projet sur lequel ils sont en train de travailler. Donc ils travaillent. Vous voyez un peu le niveau de motivation, d'implication, ou d'engagement qu'on peut avoir quand on fait quelque chose et qu'on ne sait pas à quoi ça va servir. C'est la métaphore du tailleur de pierre. Peut-être. Hein, le tailleur de pierre, mais c'est un bon rappel, mais si vous posez la question à 3 tailleurs de pierre et que le premier dit je suis en train de tailler des pierres pour gagner ma vie, et que le troisième il dit je suis en train de construire une cathédrale, il ne va pas avoir le même niveau d'implication et de motivation, c'est très clair. Donc toujours rappeler le sens, le pourquoi on fait ça plutôt qu'autre chose, ça permet à la fois de maintenir la motivation et de maintenir aussi la responsabilisation. Si on regarde le suivant, on a posé la question, c'est quoi les compétences requises de manière spécifique pour le management à distance? Je ne sais pas si vous voyez le premier, c'est l'écoute. C'est intéressant aussi. On pensait pas, nous c'était des questions très ouvertes, hein, donc il n'y avait pas de trame qui était très claire. Donc on a regroupé l'écoute. Et c'est intéressant parce que on sait tous que l'écoute, c'est pas seulement écouter les gens. C'est pas seulement ça. L'écoute, c'est aussi lire dans un mail ce qui n'est pas dit. C'est suivant le ton, suivant la tournure. Oh, tiens, il est en train de me dire un truc, là, mais il ne le dit pas. Mais savoir lire ça et prendre son téléphone en même temps, juste qu'on se comprenne bien, c'est ça que tu as voulu dire ou c'est pas ça que tu as voulu dire? C'est une qualité d'écoute qui est super forte. Alors évidemment, au téléphone, là aussi, savoir écouter comment va un collaborateur à distance, c'est quelque chose qui n'est pas facile, hein, mais qui permet en tout cas d'avoir une relation avec les personnes qui est plus forte, qui est plus personnelle. La disponibilité, ça on y reviendra sur la gestion du temps. Je ne sais pas si vous faites régulièrement cet exercice de quel est mon taux de planification. Vous savez, le taux de planification, c'est une tâche qui est une tâche planifiée, c'est une réunion qui a lieu mardi, qui commence à 10h et qui finit à midi. Ça, c'est planifié. À chaque fois que j'échange, en tout cas avec des chefs de projet, des managers à distance, ils sont surplanifiés. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de nous dans la journée. Et d'autant plus quand ils se déplacent. Alors quand ils se déplacent voir leurs équipiers, ils ont la journée, ça commence à 7h30 le matin et ça finit à 22h30 parce qu'ils ont programmé un déjeuner ou un dîner avec ils ont des agendas qui sont surplanifiés. Comme ils sont surplanifiés, ils ne peuvent plus encaisser les imprévus. Ils ne peuvent plus avoir ces moments informels
qu'il est bon d'avoir à la machine à café, vous savez, le matin ou de temps en temps, parce que vous faites une pause, vous avez la machine à café. Là, vous l'avez plus, la machine à café. Et si vous n'avez plus de machine à café, vous n'avez plus d'occasion, finalement, d'avoir ces moments informels. Et c'est pour ça qu'ils disent que ce qui est vraiment compliqué pour eux, c'est de garder la disponibilité nécessaire pour être, non pas à disposition de tout le monde, c'est pas ça, mais de pouvoir recevoir un coup de fil de quelqu'un qui est en difficulté ou qui a besoin d'un conseil à un moment donné. Si la personne, si le chef de projet est en réunion toute la journée, de 9h jusqu'à 18h et qu'on ne peut pas la joindre, là, ça commence à poser problème. Donc la surplanification, c'est un vrai danger. Et puis les notions de structuration qui reviennent ici, et d'être un bon communicant. Voilà. Donc, bon communicant, c'est le bon transmetteur d'infos. Donner la bonne info au bon moment à la bonne personne pour qu'elle puisse travailler correctement. Et les communicants, c'est aussi savoir communiquer les succès, vous savez ce qu'on dit au management, savoir envoyer un mail à tout le monde en disant ouais super, on a passé une belle gate là, c'est pas facile. Savoir dire ce genre de choses, savoir reconnaître les succès, c'est quelque chose qui est indispensable aussi. Et donc cette qualité de communication là est quelque chose qui est spécifique effectivement. Alors après on va poser qu'est-ce qu'il faut faire, quoi, notamment sur le nomadisme et dynamique d'équipe. Je ne sais pas si vous voyez, réunion, rencontre régulière, et puis consultation dans les décisions. Donc si vous prenez les deux premiers, à distance, pour que ça marche, il faut qu'on se voit. Non, oui, c'est un peu antinomique, parce qu'il y a des vraies problématiques là-dessus. Moi j'ai rencontré des chefs de projet qui n'avaient jamais rencontré leur équipier. Jamais. Jamais. Parce que l'entreprise a dit non, tu ne te déplaces pas au Japon, tu ne peux pas. En termes de dynamique, c'est compliqué. Voilà. Et prendre ça, il ne s'agit pas de se battre contre les entreprises pour... D'abord, mon premier truc, c'est que je dis oui, il faut se battre. C'est super important que j'aille voir cette personne-là. Je la verrai une fois, mais au moins je la verrai une fois, et ensuite ça marchera. Savoir se battre contre les injonctions qui sont quelquefois contradictoires des entreprises par rapport à ça, parce qu'investir un peu un billet d'avion et puis 2-3 jours au Japon, ça peut peut-être faire récupérer de l'argent de manière assez importante à l'entreprise. Donc savoir se battre, oui, quand on peut, mais c'est aussi accepter ça. Et quand il y a ça, ça veut dire qu'impérativement, par exemple, vous devez avoir des relais en local qui vous permettent de manager la personne en local, sans que ce soit vous qui managez tout à distance. Parce que là, quelquefois, on a ce biais-là, qui est de dire je suis Superman, je peux tout faire. En termes de réseau, c'est super important d'avoir des gens en local pour vous relayer l'information, pour vous donner des alertes en cas de difficulté, et vous ne vous trouviez pas tout seul derrière votre ordinateur en manageant des gens qui sont à distance et que vous ne les voyez jamais. Je ne sais pas combien de temps vous passez au téléphone ou derrière un ordinateur aujourd'hui pour gérer votre projet. Moi, j'en connais certains qui passent sans rire entre 5h et 6h par jour derrière son téléphone ou derrière l'ordinateur pour être en connexion. Donc et quand on a vu une personne une fois, au moins c'est plus facile. Si vous avez jamais, c'est pas un trombinoscope qui fait la différence. Vous avez vu la photo de quelqu'un, ça marche pas. Les compétences les plus délicates à mettre en œuvre, la disponibilité qui revient là. Donc c'est la gestion du temps, on va en reposer juste après. C'est quelque chose de très important. La notion de proximité, donc c'est aussi une contradiction, c'est la distance, il faut être plus proche. Voilà, donc il faut être plus proche, mais ça c'est un... Je ne sais pas si vous avez déjà eu, soit de la part d'un de vos chefs de projet ou de la part d'un de vos patrons, un petit SMS le jour où vous rentrez de vacances. Et dire ah tiens, bienvenue parmi nous, j'espère que tu t'es bien reposé, bonne reprise. Juste ça. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'est arrivé, quand je le reçois, je suis content. Même si je sais que la personne qui m'a envoyé ça, c'est programmer une alerte sur son agenda, on a attention, il faut faire le message de bienvenue ailleurs parce qu'il rentre de vacances. Vous le savez qui a fait ça, parce qu'il ne peut pas se souvenir de toutes les dates de vacances de tout le monde, c'est pas possible. Donc là, dans la notion de structuration de la proximité, c'est vraiment porter attention à ça. Alors suivant la culture, après tout le monde fait, chacun fait comme il le pense, mais il y a des personnes qui se mettent des alertes d'anniversaire par exemple dans leurs agendas, et au bon moment on voit juste le petit message en disant bon anniversaire.
Je dis pas qu'il faut faire ça tout le temps, ça dépend de la culture, mais quand vous recevez ça, vous êtes content. Voilà, c'est juste ça. Quand vous recevez le SMS de bon départ en vacances, surtout tu penses plus à nous, et vous êtes content. Voilà. Donc cette notion de proximité structurée, quoi. Ça s'improvise pas. Voilà, ça s'improvise pas. Ça s'improvise pas. Parce que si vous croisez la personne à la machine à café, ah ouais, c'est vrai que tu pars en congé, c'est vrai que t'es revenu. Oui, là vous l'avez plus, ça. Je vous donne une anecdote parce que là on est en projet et puis on est multiculturel avec ça, mais on travaille pour une grande entreprise de transport lyonnaise, je ne donnerai pas. La notion de temps décalé, par exemple, eux c'est sans arrêt, quoi. Mais ce qu'on appelle les chefs de groupe, les responsables de ligne, ceux qui managent en fait les conducteurs, les conducteurs receveurs, très régulièrement ils me disent j'ai fait une bourde, j'ai vu revenir le type, je lui ai dit comment ça va, et le type a dit bah, ça va bien, je rentre d'un mois d'arrêt maladie. C'est gentil de s'être signalé à nous. Donc ça arrive, quoi. Ça arrive et on est un peu couillon là-dessus. Et ça, c'est juste un manque de structuration de son management pour que la personne ait la bonne, enfin que le manager du coup ait la bonne information de la personne qui est absente, de la personne qui part en vacances, c'est super important. Donc ça demande de la structure. Et de la fermeté à distance aussi. J'en parlais tout à l'heure. Comment être ferme sur les règles alors qu'on sait très bien que si on déborde un petit peu, ça va avoir des conséquences pas très contrôlables et pas maîtrisables, mais malgré tout être ferme. Et ça, c'est une vraie finesse d'arriver à être ferme sans être autoritaire, quoi. À être ferme avec une émotion qui est la plus contrôlée possible, de telle manière à rester dans la courtoisie. Je vous invite à, s'il y a une formation dans votre vie à faire, je ne fais pas de la pub parce qu'on n'est pas les seuls à le faire. Donc, c'est intelligence émotionnelle, allez-y, vraiment. Intelligence émotionnelle, vous apprenez des trucs sur vous, sur vos propres émotions, savoir les identifier, savoir les contrôler, savoir les lire aussi chez les autres personnes. Ça, à distance, c'est toujours ce que je conseille parce que c'est un truc, c'est pas beaucoup d'invest, je pense 2 ou 3 jours, je sais plus. Mais vraiment, vous arrivez du coup à mieux comprendre ce qui se passe au niveau de votre cou, de votre cœur, et donc à être plus en maîtrise de ce qui se passe au niveau émotionnel. Parce qu'on sait bien que l'émotion, une fois qu'elle est partie, elle est partie. Vous n'arrivez plus à la contrôler. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Bien, alors donc là, on est plutôt sur une question de constat que c'est difficile. Voilà. On se dit tous, bon, c'est un peu galère le management à distance. Tout ce que disent, nous on le dit, vous le dites, et donc l'idée c'est aussi de donner des leviers d'action pour que ça se passe mieux. C'est pas tout dire que c'est difficile, l'intérêt c'est aussi de dire comment on peut faire pour améliorer notre efficacité. Et donc les leviers d'action, ils sont à plusieurs niveaux. Alors ce soir on va en voir que 2 sur les 5, c'est une question de temps. Mais les 5 c'est les notions de loi. Loi c'est la règle, hein. C'est des règles de fonctionnement. Et là, il y a une chose, je dirais juste quelques mots à chaque fois sur les leviers qu'on ne va pas voir ce soir. Les notions de loi, il y a quelque chose qu'on avait, nous, imaginé, en tout cas, il y a 7 ou 8 ans, qu'on retrouve dans la méthode agile en ce moment. Un truc tout bête, hein. Pas tout bête, c'est pas tout bête, vous allez voir. Au lieu d'édicter des règles de fonctionnement, et c'est le manager de projet ou c'est le chef de projet qui dit, ben voilà, la règle, c'est ça. À distance, ce qui est intéressant, c'est de travailler plutôt à partir des contraintes. On a telle contrainte, voilà. On a telle contrainte client, on a telle contrainte projet, on a telle contrainte technique, on a telle contrainte, blablabla. C'est à vous déterminer vos propres règles de fonctionnement. Et donc le chef de projet quitte sa posture de c'est moi qui porte les règles, et c'est moi qui suis garant des règles, surtout, à une posture de je t'ai donné les contraintes, et c'est toi, équipe, qui va te déterminer tes propres règles. Et du coup, l'équipe va s'autoréguler parce que c'est eux qui se sont édictés leurs propres règles. C'est super intéressant de voir ça. Il y a un truc tout bête, c'est... sur quoi on avait réfléchi avec ça, c'est sur les congés. Je ne sais pas si vous avez déjà... gérez-vous les congés de vos collaborateurs. C'est un exercice, c'est super intéressant. En management, c'est vachement bien. C'est très valorisant. Toi, tu pars là parce que toi, tu as 2 enfants. Toi, c'est pas trop. Le meilleur moyen, c'est de donner des contraintes.
Et les contraintes, c'est qu'il faut toujours 3 personnes actives. Les contraintes, c'est les contraintes de service. Les contraintes, c'est les contraintes, respect des contraintes de chacun en termes de famille, je sais pas quoi. Hein. Et ensuite, c'est les personnes en fait qui vont se débrouiller pour mettre en place des règles de fonctionnement. Ça marche beaucoup mieux quand on fait comme ça. Puis vous, pendant ce temps-là, vous travaillez sur des choses plus intéressantes, sur le vrai métier. Le deuxième, c'est le lien. Alors le lien, c'est savoir créer du lien, évidemment, entre soi et ses collaborateurs. Je dirais juste un mot complémentaire, c'est faire en sorte aussi que les personnes créent du lien avec d'autres personnes en local ou avec l'équipe. C'est faire que les gens réseautent, quoi. Ce que vous faites là ce soir. C'est faire que les gens aient le réflexe du réseau pour qu'elles accroissent leur propre réseau en local et avec des prestataires par exemple, et que ça ne soit pas obligatoirement un incontournable du chef de projet que de choisir un prestataire. Si je prends cet exemple-là. Oh, j'ai une anecdote là-dessus. J'ai eu la chance de rencontrer Daniel Lamarck, qui est le patron du Cirque du Soleil à Montréal, et qui me donnait un exemple que je trouvais frappant. C'est la structuration de la boîte, centralisation des décisions, enfin bon. Et au début du Cirque du Soleil, il n'y avait pas de service technique, par exemple. Donc ils ont créé un service technique. Le service technique était chargé de trouver la bonne vis, le bon boulon, le bon truc, la bonne tente, pour que ça marche bien, quel que soit l'endroit, etc. Et donc ils en étaient arrivés à des aberrations où il y avait des cirques qui se baladaient au Japon, et je me parlais notamment du Japon, et où du Japon, quand il y avait un boulon qui manquait, il devait passer par Montréal pour faire la demande de l'achat du boulon, pour que éventuellement 4 jours ou 5 jours après ça arrive, à Montréal par porteur spécial. Et lui, il ne s'était pas aperçu de ça. Il n'était pas rentré dans ce genre de détails-là, mais quand il a vu ce genre d'aberration, il a dit mais on marche sur la tête, c'est juste pas possible. Responsabilisons les gens sur le fait qu'ils vont acheter de bon boulon, et puis arrêtons de vouloir tout contrôler et tout maîtriser. Donc ce lâcher prise là d'abord sur la responsabilisation, et faire en sorte que la personne du coup fasse du lien en local parce qu'elle connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, et blablabla, ça marche beaucoup mieux. Vraiment, ça marche. Et bon, et c'est sur ce point-là aussi qu'on parle de cohésion d'équipe, et où je redis que faites le deuil de la cohésion d'équipe à distance. Parce que c'est un objectif, avec l'expérience que j'ai, soit des personnes que j'accompagne, soit des personnes que je forme, c'est quelque chose, c'est un objectif pour moi qui est inatteignable. On ne peut pas arriver à un niveau de cohésion à distance, au même niveau de cohésion qu'avec une équipe qui se voit tous les jours et qui mangent ensemble régulièrement et qui se racontent leurs histoires. C'est juste pas possible. On est en train de poursuivre quelque chose qui est donc non. Ayons encore une fois un socle minimum sur lequel on va pouvoir travailler ensemble, de telle manière à se respecter les uns les autres, mais vouloir avoir un niveau de cohésion élevé, c'est juste pas possible. Les objectifs. Alors les objectifs, là ce soir vous êtes assez férus en objectifs, donc on a décidé de ne pas trop vous en parler, parce que la méthodologie projet fait que le lien avec les objectifs sont directs. Donc en projet, je pense que vous n'avez pas vraiment de difficulté à manier cette partie-là de cette pyramide. Le management hiérarchique, ça peut poser problème. Et donc les deux autres sur lesquels on va s'appesantir ce soir, c'est le temps et les personnes. Et on va commencer par le temps. Comme rien n'est plus précieux que le temps, il y a une plus grande générosité qu'à le perdre sans compter. J'aime bien cette situation. Il y a un collègue qui fait partie du PMI, Pays de Savoie, qui a écrit un article sur la structuration du temps en management des projets. J'aime bien cette citation-là. Ça rejoint la surplanification du chef de projet, où on a du mal à donner du temps. Le temps est devenu une donnée si rare qu'on a de plus en plus de mal à l'offrir. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est culturel, si c'est l'activité qui fait ça. Donner du temps et savoir donner du temps informel à une personne, savoir se poser et dire ok, je déprogramme une réunion et puis on se prend une heure au téléphone pour parler de ce truc-là. C'est des choses qu'il faut savoir faire en management de projet pour prioriser et conserver la relation au bon niveau, quoi. Voilà, au bon niveau et en termes de priorisation, savoir intervenir avec les bonnes personnes
et en leur donnant du temps. Garder 33% de son temps non planifié. Donc ça, c'est une règle. Donc ça veut dire que c'est d'une semaine sur l'autre, si vous regardez votre agenda de la semaine prochaine, hein, c'est de vous dire le tiers de ma semaine, j'ai rien. Donc, les gens se disent, c'est pas possible. Je dis bien d'une semaine sur l'autre, hein, d'une semaine sur l'autre. Non pas sur un mois, mais le vendredi soir, quand je regarde la semaine prochaine, je dois avoir 33% de mon temps qui peut planifier. Ça fait un jour et demi. Ça fait un jour et demi sans rien. Alors c'est pas forcément... Oui, non, ça paraît beaucoup. Ça paraît beaucoup. Mais c'est faisable. C'est intéressant, enfin en gestion du temps, c'est des choses qu'on connaît. Hein, si on ne donne pas de limite à la planification, on surplanifie en permanence. En permanence, parce que c'est très rassurant en fait. Très rassurant. Il y a une statistique qui démontre que le taux d'imprévu nous occupe entre 20 et 25% de notre temps. Le taux d'imprévu. Donc si on ne se garde pas 20 ou 25% de temps pour encaisser les imprévus, on les fait quand le soir. Enfin, en tout cas, ça décale le truc. Et toutes les tâches que vous devez accomplir, vous les faites à la maison. C'est comme ça qu'on retrouve des... Et j'en fais partie, hein, je peux donner un leçon. De temps en temps, on se retrouve à écrire des mails à 10h du soir ou 11h du soir. Bon, si on peut éviter, c'est pas mieux. Donc 33% de son temps non planifié. Ça, c'est vraiment quelque chose... si je vous engage à faire quelque chose, c'est vraiment ça. Et vous fixez une sorte de limite en termes de planification, de rendez-vous, de conf, des choses avec les autres. Hein, ritualiser. On va revenir tout de suite après sur les notions de rituel. La ritualisation, c'est quelque chose qui est indispensable à la relation. Ça nous vient de l'analyse transactionnelle, ça, peut-être pour d'aucuns d'entre vous ça parle. L'analyse transactionnelle, c'est les états parents, adultes et enfants, en tout cas c'est des transactions relationnelles. Bon. Et il y a une notion qui est super intéressante dans l'analyse transactionnelle, c'est la structuration du temps. Je vous donne juste un exemple, vous savez, c'est la discussion d'ascenseur. La discussion d'ascenseur. Vous ne connaissez pas la personne, et vous êtes avec la personne dans l'ascenseur. Alors, soit vous faites le choix de ne pas lui parler, mais je ne sais pas si vous sentez quelquefois le malaise qui monte, surtout quand c'est vous. Et donc la relation n'a pas été créée. Et il suffit juste de rien du tout, de dire tiens, il fait froid ce matin. Et puis ça y est, la conversation part. Okay, et si vous avez fait ça une fois ou deux avec votre voisin, la fois d'après, vous n'aurez pas de mal à discuter, peut-être pas que de météo, mais d'autres choses. Et si vous ne passez pas par là, la relation n'est pas créée. Donc ces notions de rituel, ça passe aussi par ça. Alors le rituel, c'est aussi le petit déjeuner du vendredi matin. Quelquefois dans les équipes, il y a ça. C'est tous les vendredis matins, on prend un petit déjeuner ensemble, et puis on apporte les croissants, toi t'apportes les clémentines. Et bien ça, à distance, vous ne l'avez plus. À ça, à distance, vous ne l'avez plus. Donc vous devez recréer des moments de rituel, et vous n'avez pas tout de suite. On ira un peu plus loin sur la notion de rituel, parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose de super important. Et pour avoir bossé avec une personne qui bosse pour un grand monsieur qui fait des camions, je ne dirais pas qui c'est, et qui travaille beaucoup sur ces notions de management à distance. Lui, il fait du lean management à distance, enfin des trucs de fou, avec des Asiatiques, avec et des Indiens évidemment. Cette notion de rituel, c'est quelque chose qui est central, quoi, vraiment qui est central. Et puis assouplir son temps. Voilà. C'est garder de l'agilité dans son temps. Ne devenons pas psychorigides par rapport à un agenda. Voilà. Ne devenons pas psychorigides par rapport à un jalon. C'est difficile ça. C'est assouplissons un petit peu le truc quoi, pour rendre les choses vivables. Parce que si et moi j'en connais, hein, c'est la personne qui est toujours, qui n'est pas disponible. C'est la personne qui est... Vous savez, quand vous l'appelez, qu'elle va vous répondre non, je ne peux pas. Puis quel que soit le temps, quelle que soit la tâche, de toute façon la personne dit ah non, je ne peux pas. Tu me rappelles, mais au mois de septembre, si tu veux. Mais avant, je ne peux rien. J'ai tout le principe.
Il y a quelque chose qui fonctionne. C'est vrai, parce que je l'ai en tête, cette personne. Je lui en veux pas, c'est juste comme ça. Et donc du coup, elle reste un petit peu toute seule dans son coin parce qu'elle n'est jamais disponible pour personne. Donc assouplir finalement son temps, c'est quelque chose qui va... il y a une relation entre le temps et l'espace, évidemment. Hein. Évidemment, Einstein nous l'a dit. Il y a une relation entre le temps et l'espace. Et bien, il me semble que cet assouplissement du temps permet un meilleur vécu de la distance. Je ne sais pas si je me fais bien. Encore un exemple, on a un assistant qui est ici à Lyon, là, qui travaille pour quelqu'un. Alors, il travaille le matin en local avec quelqu'un, et l'après-midi pour quelqu'un qui est à Bordeaux. Donc complètement complètement. Je lui ai posé cette question du temps. Ça m'intéressait de voir comment il réagissait, lui, par rapport au vécu de son temps. Mais lui, il me dit, je préfère quand je travaille l'après-midi avec Philippe qui est à Bordeaux. Je dis, pourquoi? C'est intéressant ça. Mais il me dit, parce que quand je suis avec la personne en local, je suis impacté par son temps à elle, et donc je suis moins libre. Alors que là, moi, l'après-midi, c'est moi qui me fais mon agenda, je peux bouger ce que je veux, je suis plus libre, je suis plus autonome, et du coup, comme je suis plus souple avec mon temps, du coup, l'espace me pèse moins. Il m'a dit ce truc-là, je suis plus souple avec mon temps, du coup, l'espace me pèse moins. C'est intéressant. Donc du coup, savoir assouplir son temps, c'est aussi réduire un peu l'impact de la distance. On parle de la structuration du temps et notamment des rituels. Et après, je vous fais un peu bosser, je vais arrêter pas. Il y a six temps différents. Le premier temps, c'est l'activité. L'activité, c'est quand vous faites une tâche. Si je prends un exemple complètement hors cadre, vous devez préparer un dîner pour ce soir, vous préparez le dîner dans la cuisine. Ça, c'est de l'activité. Le deuxième, c'est le jeu psychologique. Si je reprends et si je continue sur le même exemple, c'est à ce moment-là, il y a votre compagne ou votre compagnon qui rentre dans la cuisine et qui commence à vous dire « non, ce serait peut-être mieux de mettre du beurre plutôt que de l'huile. Okay. » Et donc, vous allez dire « non, c'est moi qui fais la cuisine. Okay. » Donc, tu ne rentres pas dans la manière de faire, c'est moi qui fais la recette. Donc, ça, c'est un jeu psychologique. Les jeux psychologiques, c'est des jeux relationnels dont on a tous besoin, qui sont des jeux inconscients dans lesquels on rentre dans des choses de ce type-là qui peuvent générer des conflits, ou pas d'ailleurs, qui peuvent générer de la bonne relation aussi. Le fameux triangle persécuteur, victime, sauveteur. Peut-être que vous connaissez ce truc-là. Persécuteur, victime, sauveteur, on est purement dans des jeux psychologiques. Donc, et on a besoin de ça. Je ne voudrais pas que vous mettiez en lien ça avec quelque chose qui est négatif dans la relation. C'est indispensable pour notre processus émotionnel et processus psychologique. Le passe-temps, c'est la discussion de l'ascenseur. Ça, c'est une discussion sur rien, il n'y a pas d'enjeu, ni pour les uns, ni pour les autres. On discute de trucs comme ça, mais c'est des choses qui sont extrêmement importantes aussi. C'est qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui au travail, voilà. C'est des discussions, pas forcément avec beaucoup d'enjeux, bon, ça s'est bien passé. S'il n'y a pas d'enjeu, on est plus sur quelque chose où il y a moins d'implication personnelle. Les rituels, donc c'est le café du matin, c'est des choses qui se répètent, qui sont des rituels temporels, mais qui peuvent être aussi des rituels culturels, évidemment. Le croissant en France, ça ne marche pas en Inde, donc ils s'en foutent c'est une vraie anecdote. C'est une personne chef de projet avec une équipe en Inde. Alors, elle a du mal à trouver les croissants, évidemment, mais, en Inde, mais elle a apporté des trucs qui ressemblaient à de la viennoiserie, quoi. Il s'est pris un vent, pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Complètement décalé en termes de culture. Respectons les rituels de chacun, y compris les rituels. Les moments de retrait qui sont indispensables à tous. Les moments de retrait, c'est je m'isole et je veux être avec personne. Et juste, c'est des moments de réflexion, c'est juste des moments dans lesquels on réfléchit à ce qu'on fait, à ce qu'on a fait, à ce qu'on va faire, à la manière dont on va le faire. Ça, c'est des moments qui sont indispensables. Et on engage, nous, tous les managers à distance ou les chefs de projet, à se conserver une demi-heure minimum par jour pour ces moments de retrait. Et on dit vraiment une demi-heure. Une demi-heure, et si vous arrivez à les ritualiser, c'est encore mieux. Comme ça, vous faites tout le truc en même temps.
et vous dites tous les jours de 13h à 13h30, c'est du temps pour moi, j'éteins mon téléphone, je ne regarde pas mes mails, et juste je réfléchis à qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je vais faire. Indispensable aussi pour notre équilibre psychologique. Et respecter aussi, non pas le droit de retrait, mais respecter aussi le retrait des personnes qui sont aussi à distance. Vérifier qu'elles ont aussi ces moments de solitude qui permettent aussi des choses. Et puis les moments d'intimité, c'est le... je ne parlerai pas de moments d'intimité dans la cuisine, j'ai arrêté là mon exemple, mais des moments pendant lesquels, en one-to-one, vous parlez avec la personne d'elle, de comment elle se sent, de est-ce qu'elle est motivée, est-ce qu'elle n'est pas motivée, est-ce qu'elle est intéressée dans ce qu'elle fait, oui, non, on est vraiment dans des moments d'intimité, parce que c'est là qu'on forge aussi la qualité d'une relation. Donc savoir garder ces moments-là, c'est des moments qui sont aussi indispensables. Puis, à votre avis, en projet, c'est le temps principal. Je crois que c'est ça. Et quand je dis temps principal, c'est que je ne sais pas, vous avez une estimation du temps que vous passez à être dans l'activité pure, en pourcentage, dans une journée. Moins de 50 ? Plus. 70 ? Plus de 75%. Pour deux. On doit être dans ces eaux-là, je pense. J'ai pas de mesure statistique, mais on doit être à peu près dans les eaux du 75% d'activité. Ça laisse pas beaucoup de temps pour les autres, hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais donc ça veut dire que dans votre activité, alors, il y a un truc malin, c'est que si vous mixez deux trucs, si vous mixez deux trucs, vous allez gagner. C'est-à-dire que si vous mixez de l'activité avec des rituels et avec un peu d'intimité dedans, bah, du coup c'est plus facile à vivre. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des réunions téléphoniques ou pas d'ailleurs, dans lesquelles vous ne parlez que de l'activité. Ça dure 1h30. Vous sortez, vous n'êtes pas très bien. Je crois pas. Alors que des moments où c'est un peu chauffé, c'est un peu pris bec sur des trucs, puis ça s'est calmé, et puis un démarrage de réunion avec un rituel qui peut être un peu décalé ou un peu marrant. Du genre, je ne sais pas si vous faites ça. Alors, soit vous pouvez le faire à distance, vous savez que si vous avez des moyens aujourd'hui avec les moyens de communication, que chacune des personnes puisse donner son état émotionnel du jour. Ouais. Sur certains, comment ça s'appelle le système Windows, Linux. Sur Linux, c'est possible. C'est-à-dire que vous pouvez tous les jours mettre votre état émotionnel d'aujourd'hui. C'est ça va pas, je suis en colère, comme vous le faites sur Skype, par exemple, sur d'autres systèmes comme ça. Ce mode-là est un rituel où on ne commence pas la réunion, par exemple, sans que chacun ne se soit pas exprimé, au moins avec un mot, sur comment il est là aujourd'hui, au moment où il commence la réunion. On appelle ça la méthode Polaroid, ça, par exemple. Ça, on peut le faire aussi. Polaroid, c'est la personne donne un dessin ou un picto qui correspond à son humeur du jour. Ça doit être un rituel qui a été... Trouver des choses dans lesquelles les gens se retrouvent, ok, je suis dans cette équipe-là parce que dans cette équipe-là, la réunion commence toujours comme ça, c'est quelque chose qui est super bien. Surtout quand les équipiers travaillent en multi-projet. Hein. Et vous allez voir qu'assez rapidement, les choses que vous faites vont se répandre auprès des autres équipes. On dit, tiens, dans ce projet-là, on fait un truc marrant, et qu'on commence toujours les réunions de cette manière-là. Et donc du coup, ça se des choses qui existent, enfin, qui auraient vocation à être plus importantes. C'est là. Je n'ai pas dans ma vie. On vient d'en parler, en tout cas c'est du passe-temps. N'oublions pas de commencer la réunion en disant comment ça va, quoi. On oublie ça, hein, vraiment on oublie. Et si vous êtes en multiculturel avec des populations plutôt du sud, encore, si vous prenez les anglo-saxons, ils sont moins regardants, mais c'est moins grave. Pour les populations du sud, c'est super important. Ils ne savent pas démarrer une réunion sans avoir dit qu'il fait chaud, qu'il fait chaud, qu'il s'est passé ça. Vraiment, ils ont rien foutu. C'est la même chose au Québec. Alors ça, il y a un truc, et en Suède, c'est aussi ça. On ne peut pas démarrer une réunion sans parler de la neige. Ou du temps qu'il va faire, du vent, des trucs. Ça ne doit pas fonctionner. En Suède, c'est pareil.
ne peut pas commencer quelque chose si on va parler de la température extérieure. Donc si vous oubliez ça, c'est une faute relationnelle très difficilement rattrapable. Et à Paris, il ne faut pas louper non plus le temps que tu as mis pour venir aujourd'hui au bureau. Le grand truc, c'est ça. Donc le passe-temps, c'est super important. Et puis le deuxième, c'est les rituels dont on vient. Allez, je vous donne 3 minutes. Échangez avec vos voisins là sur qu'est-ce que vous avez déjà mis en place, soit en termes de ritualisation, soit en termes de passe-temps, en management à distance. Échanger, c'est plutôt partage de pratiques, et après on en prendra comme ça au hasard. Ici. Un autre exemple pour nous faire profiter. Non. Donc vous devant un verre, vous y arrivez peut-être plus. Mais c'est des choses de ce type-là. Vraiment, c'est être créatif aussi, être innovant dans ces manières de manager pour arriver à envoyer le message en fait, à envoyer le message à la personne qu'elle fait partie d'une équipe et que la relation est créée. Ça passe par ça. Vous avez bien un exemple? Non? Avec plaisir. Après, je vous passe le micro. Non? Pour moi, c'était un projet entre la France et la Bulgarie. Et on se rencontrait tous les lundis à 14h. Et tous les indicateurs qu'on avait, on les avait placardés sur le mur, ils étaient visibles en visioconférence par les Bulgares. Et chez nous, on avait le drapeau européen, français, bulgare, et de l'autre côté, la même chose. Donc c'était un rythme. Et quand on arrivait dans cette ambiance, on se ressentait chez nous. Ah oui, c'est intéressant ça. Donc, de manière visuelle, vous recréez le même environnement. En fait. Du coup, le management visuel, ça marche à distance aussi. Ah oui. Oui, je suis d'accord, ça peut marcher à distance. Vous avez un exemple? Il ferme les yeux. Non, vous n'avez pas d'exemple. Ok. Voilà, trouver des moyens pour que ça puisse mieux fonctionner et que les personnes se retrouvent en fait dans un environnement effectivement connu. Quoi. Et du coup, la relation est beaucoup plus simple, beaucoup plus aisée. Je peux vous poser une question, pas un exemple, mais une question. Vous avez souligné les amis anglo-saxons sont un peu moins dans les passe-temps qu'on connaît nous, et dont on vient d'en évoquer quelques-uns. Vous avez un ou deux exemples à donner pour comment donner envie à un membre d'une équipe projet d'un pays anglo-saxon, juste d'avoir plaisir à, je ne sais pas si c'est dire comment ça va, mais qu'est-ce qu'on fait avec un anglo-saxon? J'ai entendu, ça c'est super intéressant. J'ai entendu une conférencière qui bosse sur l'apprentissage des langues, et elle me disait, savez-vous ce qu'un anglais veut entendre en réponse à « How are you ?» Juste « How are you ?» alors que, juste ça, si vous répondez pas ça, si vous répondez bah, « moi ça va bien, je te remercie », comme nous on dit ça en France, le Britannique, c'est bon, il n'a rien compris. Il n'a rien compris, il ne connaît pas notre culture. Donc, quand un Britannique vous pose cette question-là, il ne veut surtout pas entendre votre réponse. C'est pas ça qui est intéressant. Il veut entendre, oui, et toi, comment tu vas? Alors, je prends cet exemple-là où je pense que c'est compliqué la barrière de la langue, toujours, parce que on fait des erreurs et on ne veut pas faire ces erreurs-là, évidemment, on le fait pas de manière consciente. Et du coup, ça peut être un peu cassé. Déjà, commençons par être dans leur même rituel de langue, parce que ça, c'est un vrai frein, une première barrière. How is life, par exemple? Commencer une phrase par How is life? Ils sont très contents, ils répondent beaucoup. Ils répondent bien parce que c'est un mode d'entrée en relation qui leur va bien. Ça correspond à comment ça va aujourd'hui, mais il ne faut pas dire comment ça va, quoi. Il faut dire How is life? Et puis, si vous êtes en relation avec des gens qui sont plutôt en Grande-Bretagne, c'est ça? La météo est un bon truc, quand même. Si ça marche, ils aiment bien parler de la pluie, tout ça,
Les résultats de foot, ça marche bien. Comment? Les résultats de foot, c'est quelle équipe Oui, vous encourage. c'est sûr. Si vous connaissez l'équipe, vous avez tout gagné. Ça, j'ai bossé avec des Irlandais. Le sujet du rugby est super bien. Voilà, le sujet du rugby, ça marche toujours. Ça, vous avez intérêt à être un peu au courant de ce qui se passe pendant la destination, parce que sinon ils sont vexés, mais ça marche. Donc c'est trouver en fait des sujets qui les intéressent. On conseille en tout cas, on passe plus sur l'interculturel, on conseille quand même pas mal de se tenir au courant de ce qui se passe dans le pays, tout simplement. Tu veux dire, tiens, il y a des problèmes, il y a des questions politiques, il y a des questions, des problèmes en termes d'élection, je sais pas quoi. Si vous n'êtes pas au courant quand vous venez d'appeler, du coup, c'est compliqué. Posez juste une question sur un événement qui s'est passé la semaine dernière, ils sont ravis. Évidemment, ils sont ravis parce qu'ils se disent qu'ils s'intéressent à ça, c'est naturel. Nous, quand il y a un étranger qui se tient au courant de ce qui se passe en France et qui nous pose une question dessus, on est content. C'est normal. Enfin, moi, je suis content. Je sais pas si j'ai répondu. Mais c'est vrai que les anglo-saxons, ils sont plus dans... ok, on a ouais, après c'est maintenant, on y va pas. Maintenant, par exemple, comme les pays du Nord aussi. Les personnes. Parce que quand même, le management, c'est d'abord du management des personnes. Donc ça paraît important de passer évidemment là-dessus. All right, girls. Now this is your last chance. If one piece of candy gets past you and into the packing room unwrapped, you're fired. Listen. Donc là, elle passe en management à distance, je ne sais pas si vous remarquez. Mais... Well, this is easier. Yeah, we can handle it, okay? Listen, Ethel, I think we're fighting a losing Fine, you're doing splendidly. Speed it up! Vous savez, quand on dit quand le chat n'est pas là, ce qu'il faut éviter, c'est ça. C'est-à-dire que là, les personnes sont sous contrainte. Elles n'ont pas participé du tout ni à la cadence, elles sont sous contrainte. Et forcément, elles ne vont pas respecter les règles. C'est super intéressant de... Parce que là, vous voyez que les personnes ne respectent pas les règles, évidemment. Mais pourtant, elles veulent bien faire. Hein, c'est pas des personnes qui ne veulent pas travailler, c'est pas ça. Elles veulent bien faire. Mais on les oblige à ne pas respecter les règles, en fait. C'est par le fait même qu'on les oblige à ne pas respecter les règles. Et très souvent, les gens, quand ils ne respectent pas les règles, c'est pas pour embêter le chef de projet. C'est pas pour les embêter. C'est très souvent parce qu'elles pensent mieux faire en ne respectant pas la règle, une fois. Alors, cette fois-ci, je vais faire comme ça, parce que je pense que je vais être plus efficace comme ça. Et parce qu'elles pensent que pour le système, c'est mieux, quoi. Voilà. Ne pas respecter les règles, c'est pas... si vous prenez la personne qui ne respecte pas la règle comme un conflit personnel en disant « mais attends, tu es en train de ne pas respecter quelque chose que j'ai édicté », ça y est, c'est mort, hein, ça ne marche pas. Le bon comportement, c'est d'aller avec la personne et de dire « mais pourquoi tu n'as pas respecté la règle? Explique-nous. Je ne comprends pas. Explique-nous. » Elle va avoir une bonne explication, très souvent.
les notions de compétences, de comportement et de motivation qui sont au cœur de tout ça. Les notions de compétences, je le disais tout à l'heure, à distance, vous avez des personnes qui sont, je dis pas qu'elles ne sont pas compétentes du tout, elles ne sont pas compétentes sur un certain nombre de tâches. On est tous comme ça, il y a des tâches sur lesquelles on est plus ou moins compétent. La difficulté, c'est qu'à distance, vous ne pouvez pas être derrière la personne pour faire monter cette compétence. C'est juste pas possible. C'est très compliqué en tout cas. Ça demande énormément de temps parce qu'à distance, c'est très difficile. Favoriser l'auto-apprentissage, favoriser le co-apprentissage, faire en sorte que la personne puisse se tourner vers quelqu'un en local qui va lui apprendre cette compétence-là, placer la personne en responsabilisation de sa propre montée en compétences. Ça rejoint la même chose en termes de l'attitude, ce qu'on disait tout à l'heure, mais notamment sur la question de montée en compétences, la personne doit se sentir responsable de son propre apprentissage. Et non pas, j'attends que le chef de projet il me fasse la bonne procédure ou le bon script pour que je puisse travailler sur ce truc. Donc là encore, en termes de posture, on n'est pas tout puissant là-dessus sur la compétence, même si c'est vous qui la détenez, vous gagnerez en efficacité en responsabilisant la personne sur son propre apprentissage. Et évidemment sur le co-apprentissage avec les autres. Vous connaissez le 70-20-10 qui est ressorti d'une étude qui a été faite par le Center of Creative Leadership qui est aux États-Unis depuis 40 ans et qui bosse sur le leadership et l'apprentissage notamment. Et il démontre que 70% de la compétence, elle est acquise sur le poste de travail, 20% avec les autres, avec les collègues, avec ses pairs, et 10% seulement sur des formations de type avec nous en formation ou de type avec un chef de projet qui apprend de manière théorique à faire quelque chose. Donc quittons ce... Je vais me tirer une balle dans le pied parce que je suis formateur, donc moi nous on travaille que sur 10%. Mais malgré tout, quittons cette idée reçue que c'est forcément par une formation que passe l'apprentissage. C'est loin d'être vrai. Et la personne qui va apprendre toute seule sur son poste de travail, avec l'aide de quelqu'un à côté, c'est comme ça qu'on apprend. Le deuxième, c'est... Oh, pardon, excusez-moi. Ah oui, non, c'est autre chose. Vous, d'abord, est-ce que vous l'avez déjà fait? Ou comment vous pourriez favoriser ça? Comment vous l'avez fait et sur quel type de compétences? C'est important aussi. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Comment vous avez pratiqué? Et est-ce que ça a marché ou pas?